Bonsoir, la plupart des Français ont réussi à quitter le Rwanda. Il était temps. Des combats à l'arme lourde se déroulent près de Kigali, la capitale. Derrière l'hôtel Méridien, nous joindrons en direct de Kigali notre envoyé spécial, Philippe Boisserie. Mais commençons par la Bosnie, où la situation s'est tout à coup aggravée. 2 F-16 américains viennent de bombarder des positions serbes près de Goražde. L'OTAN a ainsi répondu à une demande de l'ONU qui assistait impuissante à l'avance implacable des Serbes en Bosnie orientale et à leur entrée cet après-midi dans l'enclave musulmane de Goražde. Laurent Boussier. Il fallait que l'OTAN réagisse. Alors pour montrer qu'après les menaces viennent les actions, des avions de l'Alliance Atlantique ont bombardé en fin d'après-midi des positions serbes autour de Goražde. C'est donc à la demande des chefs militaires de la force de protection des Nations Unies en ex-Yougoslavie qu'au moins 2 F-16 américains protégés par d'autres avions de combat et surveillés par des AWACS ont pilonné des forces serbes qui progressaient vers la ville assiégée. Il s'agissait d'appuis aériens renforcés. Autrement dit, il s'agissait soit d'aider des troupes au sol, soit d'effectuer des opérations destinées à bloquer l'arrivée de chars ou de matériel lourd. C'est la première fois depuis que la guerre en ex-Yougoslavie a commencé que des avions occidentaux frappent au sol. Auparavant, ils n'avaient fait qu'interdire le survol de la Bosnie aux avions serbes. Si l'OTAN a tenu à agir aussi vite, c'est parce que les Serbes ont tout simplement défié la communauté internationale en entrant sans vergogne dans la ville de Goražde après un pilonnage intensif. Françoise Joly. Ce soir, sous ces innombrables obus serbes, un symbole était peut-être en train de tomber. Goražde, la ville, l'enclave musulmane classée zone de sécurité par la communauté internationale, semblait prête à tomber aux mains des Serbes. Cet après-midi, des soldats serbo-bosniaques ont pénétré dans Goražde. Cette ville était encerclée depuis le début de la guerre et jamais il n'avait été facile pour les forces de l'ONU d'y accéder. Très souvent, trop souvent même, les convois chargés de ravitailler les populations civiles étaient bloqués par les Serbes. Depuis plusieurs jours, les combats redoublaient d'intensité autour d'une ville où vivent 65 000 musulmans. Ces dernières 24 heures, c'est semble-t-il par milliers que les civils ont fui les environs de Goražde, voire même certains quartiers sud de la ville. Seul témoignage qui nous soit parvenu de cet endroit coupé du monde, ce message radio capté à Sarajevo d'un médecin français retranché dans un hôpital. Dans ces quelques mots, il parle d'une situation de plus en plus critique, de centaines de blessés et des dizaines de morts. Face à cette évolution, ce matin à Sarajevo, le général Michael Rose, qui commande la force PRONU en Bosnie, menaçait les Serbes d'une riposte aérienne de l'OTAN. En fin d'après-midi, 2 avions de l'OTAN lâchaient des bombes sur les positions serbes autour de Goražde. Cette intervention de l'OTAN n'a pu se faire qu'à la demande évidemment de l'ONU et qu'avec l'accord des grandes puissances dès cet après-midi. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, la France avait fait savoir qu'elle était favorable à une intervention aérienne de l'OTAN en Bosnie orientale, près de Goražde, contre des positions serbes. Évidemment, nous vous donnerons d'autres informations au cours de ce journal. Au Rwanda, des combats à l'arme lourde se déroulent depuis quelques heures à la périphérie de Kigali, la capitale, derrière l'hôtel Méridien. Cela n'a pu qu'inciter les parachutistes français à accélérer le départ de tous les ressortissants étrangers de Kigali. François Cornet. Avion gros porteur américain cet après-midi sur l'aéroport de Nairobi au Kenya. Il va débarquer quelques 150 ressortissants américains, belges, britanniques et canadiens en provenance de Bujumbura au Burundi, évacués hier après-midi par la route de Kigali au Rwanda. Après cette première rotation sur la capitale kenyane, les Américains reprendront leur pont aérien à partir de demain matin. Les C-130 belges ont dû attendre eux de longues heures sur ce même aéroport de Nairobi avec leurs parachutistes, n'ayant pas reçu des autorités rwandaises l'autorisation de se poser à Kigali pour participer aux côtés des troupes françaises à l'évacuation des ressortissants étrangers du Rwanda. On apprend ce soir que les premières unités belges auraient enfin pu rejoindre en fin de journée Kigali après que les forces gouvernementales rwandaises aient dégagé la piste d'atterrissage bloquée par des camions. En ce qui concerne les évacuations, les Transal, aux couleurs françaises, avaient évacué à 16 heures, heure de Paris, 246 Français sur les 600 présents au Rwanda. Témoignage sur place du directeur de l'école française dans la capitale rwandaise. En termes de moyens, eh bien, nous avons des rotations d'avions
qui se posent à Bangui ou à Bujumbura, qui attendent, et des porteurs militaires viennent prendre les ressortissants français à l'aéroport de Kigali. Les ressortissants sont accompagnés sous la conduite des militaires français en convoi à l'aéroport. De l'aéroport, ils partent soit sur Bujumbura, soit sur Bangui, où des gros porteurs, je crois, les attendent pour les emmener en France. C'est en fait une véritable course contre la montre que mènent les troupes françaises et les casques bleus de l'ONU. Le temps est compté, les massacres interethniques se poursuivent dans les quartiers populaires de Kigali, comme en témoigne par téléphone Philippe Gaillard, responsable de la Croix-Rouge internationale au Rwanda. En termes de morts, il s'agit de milliers de personnes et on est sans doute plus près d'un chiffre avec 4 zéros plutôt qu'un chiffre avec 3 zéros. À ce stade, nous désirons surtout sauver ce qui peut encore l'être, c'est-à-dire évacuer des blessés. Le temps est compté car les forces rebelles du Front patriotique rwandais auraient déjà pris position autour de Kigali. Des combats à l'arme lourde, aux mortiers, à la grenade et aux armes automatiques se dérouleraient de colline en colline surplombant Kigali. Ces éléments prépareraient l'arrivée de troupes rebelles venues du nord dont l'objectif est de renverser le pouvoir en place détenu par l'ethnie Hutu. Et nous allons tenter d'établir une liaison téléphonique en direct avec Kigali, avec notre envoyé spécial Philippe Boissry. Philippe, m'entendez-vous? Oui, tout à fait, Paul. Alors, que se passe-t-il à l'heure où nous nous parlons, vous et moi, Philippe, à Kigali? Eh bien, écoutez, là, en ce moment, je suis sur l'aéroport de Kigali. C'est le seul endroit où nous pouvons nous stationner. Devant moi viennent de passer à l'instant 2 femmes qui portaient un landau avec un petit bébé dedans au milieu des militaires. Elles ont rejoint un Transal qui devrait partir d'ici très peu de temps. Donc la noria des avions continue en direction de Bujumbura. Je peux vous dire que d'autres Français ont pu partir. Il y a en gros presque 500 Français qui ont pu quitter à l'heure qu'il est Kigali. D'ailleurs, nous en avons accompagné quelques-uns cet après-midi même à l'école française. Et ça a été assez compliqué. Il y a un convoi de militaires qui est parti et qui voulait aller à l'ambassade. Et en fait, après avoir essuyé quelques tirs sporadiques, le convoi s'est arrêté à l'école française où là on a appelé nom par nom une quarantaine de personnes. C'était bien évidemment difficile pour les gens qui restaient et les gens qui partaient étaient très contents. Mais ça a été un parcours difficile pour revenir jusqu'à l'aéroport parce que cette fois-ci les tirs ont été beaucoup plus violents, des grenades, des roquettes. On a même dû s'arrêter, les militaires ont pris position le long de la route et puis finalement le convoi a pu repartir. Mais est-ce que ces tirs... Même, Oui, Philippe, pardon, est-ce que oui, ces tirs sont dirigés contre les parachutistes français ou belges ou est-ce qu'ils sont uniquement portés contre les forces adverses entre les gouvernementaux et les rebelles? Écoutez, c'est très difficile à déterminer. La géographie de Kigali est telle qu'on ne sait pas trop en fait d'où on tire ni sur qui on tire. Je ne pense pas que les forces françaises en tout cas soient ici visées parce qu'elles ont une relative... elles sont assez appréciées en fait par les Rwandais de Kigali. Mais c'est très difficile à dire. Vraiment, on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. À votre avis, Philippe, quand les 3000 étrangers de Rwanda quitteront ce pays, est-ce que les parachutistes étrangers partiront aussi? Eh bien écoutez, là je viens de voir un commandant des forces belges. Donc les Belges sont en train d'arriver. Pour l'instant il y en a 250. Ils vont être finalement 1200. Et en fait ils sont très lourdement équipés parce que d'après ce que m'a dit ce commandant, c'est pour eux un moyen de discuter. Mais la seule chose qu'ils discutent, c'est l'évacuation des Belges, et après, ils ont prévu de repartir, et c'est tout. Donc, la situation risque d'être dure, et d'ailleurs, à ce sujet, cet après-midi est également parti sur un des avions 80 orphelins rwandais avec leurs sœurs, qui jusqu'à maintenant essayaient de les protéger à Kigali, et qui ont renoncé à les protéger à Kigali. Une dernière question, Philippe Boissry, qui est toujours en direct de Kigali. Avez-vous une confirmation des massacres qui auraient été perpétrés? Eh bien écoutez, oui, les massacres, ça, il est évident qu'il y en a eu. Il y aurait encore, mais on n'a pas pu les voir en se promenant dans la ville cet après-midi, il y aurait encore des corps dans certaines rues de Kigali, mais des témoignages nous ont dit qu'ils avaient vu des Rwandais creuser des fosses communes et entasser les corps dedans, donc les massacres ont été très importants. Merci Philippe Boissry pour ce premier témoignage en direct de Kigali. On verra votre reportage dans les éditions prochaines et bon courage. En Égypte, les islamistes ont porté un coup dur au pouvoir. Ils ont réussi à battre le numéro 2 des services secrets, l'un des principaux responsables de la lutte antiterroriste. Reportage de nos envoyés spéciaux Jacques Merlino et Patrick Voix. Il restait peu de traces ce matin de l'attentat qui a coûté la vie au général Heirat. Une chaussée défoncée, quelques débris calcinés
Et dans ce quartier de la banlieue du Caire, la population ne semblait guère impressionnée. Les enfants racontaient la scène comme s'il s'était agi d'un film. Pourtant, l'homme que l'on portait en terre cet après-midi n'était pas n'importe qui. Numéro 2 de la police secrète, il était chargé de la lutte contre les terroristes islamistes. Personne ne connaissait son visage, mais tout le monde savait ici qu'il menait cette lutte sans merci. Entre 6 000 et 10 000 islamistes sont en prison. Le Caire semblait jusqu'ici épargné par la violence islamiste. Les affrontements étaient concentrés dans la région d'Assiout, en Haute-Égypte, région où la répression est très brutale. Dans la capitale, les autorités ont privilégié le combat culturel. Récemment, un feuilleton intitulé La Famille présentait, soir après soir, les travers et les dangers de l'intégrisme religieux. L'affaire a provoqué de violentes réactions dans les mosquées. Et puis, en ce moment, sur les écrans égyptiens, un film intitulé Le terroriste offre une nouvelle version des dangers du fanatisme religieux, mais cela sous protection policière. En tout cas, cet attentat est bien le signe d'une nouvelle phase dans la violence islamique en Égypte. Depuis mars 1992, 132 policiers ont été tués, mais c'est la première fois qu'un policier d'un si haut niveau dans la hiérarchie est atteint. La France avait accordé un visa limité au dirigeant russe d'extrême droite Vladimir Jirinovski qui doit participer à une réunion du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Un visa limité à sa présence au Parlement européen. Eh bien, Paris ne va pas le regretter, tout simplement parce qu'à son arrivée, Jirinovski, fidèle à une pensée pour le moins simpliste, s'est empressé d'insulter le pays hôte. Christine Beau, Sylvain Gauthier. Lorsque le Tupolev de l'aéroflotte en provenance de Moscou s'est posé vers 12 h sur l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, on savait déjà que Vladimir Jirinovski n'en sortirait pas. Le tapis rouge et le cortège de voitures officielles n'étaient pas pour lui, mais pour la délégation du Conseil de la Fédération de Russie. Annoncé un peu plus tard sur un vol de ligne régulière, le leader ultranationaliste ne sortira jamais avec les autres passagers. Il a été emmené discrètement au consulat de Russie. Pourquoi est-ce que vous nous avez cachés comme ça? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est qui alors? Oh, je ne sais pas. Un personnage décidément très encombrant pour les autorités russes et françaises. En effet, dès son arrivée à l'aéroport de Roissy, Jirinovski s'en est pris violemment au gouvernement français. Je salue Paris comme la ville des Arabes. Dans 10 ans, dans 20 ans. C'est fini pour la France. Un jour, c'est fini. La même chose pour l'Allemagne. Ce sont les Turcs qui domineront là-bas. Et seulement la Russie reste le pays blanc, le pays de la démocratie naturelle, où les droits de l'homme pour chacun, sans discrimination, comme le fait votre ministre des Affaires étrangères. Seule sa venue au Conseil de l'Europe en tant que membre d'une délégation de la Douma a justifié l'octroi de ce visa. La Russie dispose en effet d'un statut d'invité spécial au sein de l'Assemblée de la Grande Europe. Bref, les positions fascistes et anti-européennes de Jirinovski devraient en premier lieu gêner sa propre délégation qui plaide pour une admission de la Russie au Conseil de l'Europe. Et en Italie, le Jirinovski local s'appelle Fini, le chef du MSI. Le très médiatique Berlusconi sera peut-être contraint de cohabiter avec cet héritier de Mussolini s'il veut gouverner. Ce sera l'alliance probable de la parabole et du faisceau. Si les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas le faisceau, l'emblème du fascisme italien, eh bien suivez Alain Chalvron au sein d'une section du MSI. Une section locale du MSI, le mouvement social italien, celle du quartier Trieste-Salaria. Une section ordinaire de la ville de Rome, 325 militants, beaucoup de jeunes. Dès l'entrée, avec ce portrait de Mussolini surmonté de la croix, le débat sur la nature du MSI, néo ou post-fasciste, paraît dépassé. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui encore vous êtes fasciste? Si. Oui. Pour moi, c'est un honneur. De fait, tout le décor du local le confirme. De Mussolini, on est fier, les 20 années du fascisme restent une référence. Décoré 2 fois par le Duce en personne, le secrétaire de la section avoue sa nostalgie. Partout où le fascisme est passé, il a laissé du bien-être, des choses belles et une véritable démocratie saine et honnête. Partout où nous étions fiers d'être italiens. Aujourd'hui, c'est une chose honteuse d'être italien. Que cet ancien combattant de toutes les guerres fascistes, de l'Espagne à la Yougoslavie, en passant par l'Éthiopie et la nostalgie, soit.
Mais que viennent faire ces jeunes dans cette section du MSI? Ce qui est fondamental et qui ne passe pas avec le temps, c'est l'idéologie. L'idéologie fasciste que nous adaptons, modernisons et que nous portons en avant. Je partage certaines valeurs qui sont en ce moment très importantes, comme la patrie, la famille, la vie. Gianfranco Fini, l'actuel chef du MSI, quadragénaire brillant et tout ce qu'il y a de rassurant, a déployé d'immenses efforts pour polisser l'image de son parti, au point de l'amener aujourd'hui aux portes du gouvernement. Mais cette visite au cœur d'une section montre qu'au MSI, du passé, on est loin d'avoir fait table rase. Le procès Touvier, qui reprendra demain, donne encore plus de relief à la cérémonie qui a eu lieu ce matin à Morette, en Haute-Savoie. Le président de la République a tenu à rendre hommage, 50 ans plus tard, aux jeunes résistants des Glières, qui, après un combat héroïque, avaient subi l'assaut des Allemands et de la milice de Vichy. Agnès Varamian, Raymond Chaplard. C'est ce qui les rassemble, le chant des résistants des Glières, écrit par l'un des leurs en mars 1944. Benoît Gervasoni et Jean Isaac avaient 19 et 26 ans quand ils sont arrivés là-haut, sur le plateau. Engagés volontaires, ils rejoignent alors 400 autres maquisards encadrés par des chasseurs alpins. Très vite, le gouvernement de Londres organise des parachutages d'armes, de munitions, de vivres. La milice, qui veut déloger ces hommes de la montagne, renonce après plusieurs mois à agir seule. Pour en finir, elle fait appel à l'armée allemande qui lance l'assaut le 26 mars. Dit ça y est, il faut y aller. Nous, on était, enfin personnellement, j'étais persuadé que les Allemands étaient passés par les gorges d'Albon et qu'on allait les attaquer. On était tous contents, on était une dizaine, on était tous contents. Mais il faudra battre en retraite, se rendre. Peu de morts au combat, mais 140 fusillés et 170 déportés avec l'aide de la milice française. À ces morts, le président de la République a rendu hommage. Ce sont encore les symboles vivants d'une grande action qui a marqué l'histoire de France. J'ai dit, ce fut une tragédie, mais ce ne fut jamais une défaite. Dans le petit cimetière, ils étaient tous là, les 100 rescapés, venus en frères. Pour moi, personnellement, Glières, ça reste une expérience d'amitié, de fraternité, vécue dans la peur, vécue dans la faim avec les copains. Un truc, je sais pas, j'arrive difficilement à expliquer. Un truc qu'on peut pas. 50 ans après, je ne l'ai pas oublié, je sais que je ne l'oublierai pas. L'Altaïr est reparti de Dunkerque sans ses passagers surprises. Des immigrés clandestins s'étaient terrés dans la cale de ce cargo allemand. Vous avez peut-être vu le reportage hier soir dans notre journal. Eh bien, les 7 clandestins sont restés à Dunkerque. Ils seront conduits à Paris demain, mais pour être aussitôt expulsés, Benoît Gadret et Gilles Balbastre ont réussi à rencontrer l'un d'entre eux. Après 4 semaines passées au fond de la cale du navire, les passagers clandestins de l'Altaïr redécouvrent le confort d'un lit d'hôtel. Luxe éphémère pour ces hommes placés sous haute surveillance, non par la police, recalée au pied de l'hôtel, mais par des vigiles d'une société de gardiennage payée par l'armateur et mandatée par le préfet. Procédure étonnante, mais que les autorités jugent régulière. Enrique a 20 ans. Il nous dit qu'il est angolais, qu'il a fui la guerre pour la liberté. Si j'ai quitté l'Angola, c'est parce que tellement, tout le temps, il y a les guerres et puis on s'en prend à tout le monde, il y a des problèmes politiques. Quand on tue votre maman, on sait que lui, il va revendiquer, il faut le tuer. On vous suit, vous vous échappez. Bon sang pour vous, vous échappez pas, on vous tue. Hein. On est entré dans la cale du bateau en douce sans autorisation, mais si on est entré, c'est parce qu'on fuyait. On avait peur d'être tué quelque part. Bah, la vie au fond de laquelle, vraiment, c'était inhumain. Hein, parce que si vous n'êtes pas vraiment très fort, vous ne pouvez pas survivre dans la cale pendant 4 semaines. Tout ce que nous demandons, c'est de la paix. Nous demandons à la France de pouvoir comprendre nos problèmes, nos sentiments, de pouvoir comprendre que nous avons vécu des situations
vraiment très dur. Nous pouvons nous comprendre enfin. Avec ses compagnons de route, libériens, zaïrois ou sud-africains, Enrique doit regagner Paris demain avant d'être expulsé. La France a refusé à ses hommes l'asile politique. Le voyage des clandestins était un voyage sans lendemain. Les clameurs sont souvent inversement proportionnelles au nombre de militants. Cette loi de la politique s'est encore vérifiée ce matin au Conseil national de Génération Écologie. Et la méfiance est telle qu'un huissier a dû intervenir pour contrôler la validité des procédures. Renaud Fessaguet, Philippe Turpot. Invité surprise de Génération Écologie ce matin, un huissier de justice convoqué par les opposants à Brice-Lalonde pour surveiller les débats et les votes du Conseil national. Mais Maître Pinault ne pourra forcer le huis clos et restera dehors malgré la menace d'intervention policière. Donc c'est bien à la requête de 15 membres du Conseil national que vous avez appelé les forces de police. Et il faut que les choses soient dites clairement. J'ai, à la demande effectivement de certains membres, souhaité que monsieur le préfet de police soit prévenu. L'anecdote en dit long sur l'ambiance au sein d'un mouvement en manque de chlorophylle. 2500 militants seulement et des divisions. D'ailleurs, le huis clos d'aujourd'hui n'a fait que confirmer le divorce entre deux conceptions de l'écologie. Nous n'avons plus le droit de laisser passer la société, d'être à côté d'elle, de ne pas être le 16 janvier pour protester contre la Lafalou, de ne pas être dans la rue, de ne rien dire sur le CIP, de ne rien dire sur les immigrés qui nous demandent, de ne rien dire sur les lois Pasqua. Finalement, la tendance Lalonde l'emportera, mais de justesse. 42 voix sur 37, un avertissement sévère pour le président Lalonde. Suite à ces critiques, si vous voulez, Génération Écologie ne tombe pas dans le camp des amis du Parti Socialiste. Mais Génération Écologie n'est pas pour autant dans le camp des amis du gouvernement. Génération Écologie est indépendante et c'est ça qui a été réaffirmé avec force. Officiellement, pas de guerre des chefs entre Lalonde et Mamère, mais les deux hommes s'ignorent superbement, alors que les militants écolos, toutes tendances confondues, attendent de savoir s'ils iront, unis ou non, aux européennes. L'entreprise américaine Boeing supprime des emplois, 17 000 l'année dernière, 7 000 cette année, mais continue à construire des avions. Patrice Pelé vous présente le nouveau-né, le 777. Le chiffre porte-bonheur chez Boeing, c'est le 7. Et pour cet avion, il a été multiplié par 3. Autant dire que ce Boeing 777 porte sous ses ailes tous les espoirs de la compagnie américaine qui n'avait pas produit d'avion depuis 10 ans. Le 777, c'est le plus gros biréacteur jamais construit au monde. 3 à 400 passagers prendront place à bord pour des voyages au long cours de 14 000 km. Le Boeing 777, c'est surtout le premier avion totalement construit grâce à l'ordinateur, sans le moindre bout de papier. Toutes les pièces ont été dessinées, fabriquées, puis essayées sous forme d'images virtuelles. Il n'y a donc pas eu de maquette grandeur nature, et ce premier avion a été le bon dès le premier coup, avec une précision inférieure à 0,03 de millimètre. Le 777 arrive au moment où les compagnies aériennes perdent de l'argent et sont surendettées, sans compter la concurrence avec Airbus. Chez Boeing, on croise donc les doigts. Les 3-7, porte-bonheur du nouvel avion, ne sont pas dus au hasard. Le Paris-Roubaix a tenu ses promesses, comme disent nos amis sportifs. Il y avait la pluie, la boue, le froid, les pavés, les crevaisons, les chutes. Seule différence avec les Paris-Roubaix 92-93, Gilbert Duclos-Lassalle n'a pas gagné. Laurent-Frédéric Bollet. Il a le regard paisible des grands champions qui savent leur force. André Hitchmil, moldave à 31 ans, s'est imposé dans un Paris-Roubaix dantesque. Au départ ce matin, l'on pensait Gilbert Duclos-Lassalle. Mauvais présage, la banderole dans les yeux, Gilbus ne verra pas la victoire. Une course où même les motos n'arrivent pas à suivre, une course où même les coureurs n'arrivent pas à tenir debout. Hécatombe sur les pavés. En tête donc un Moldave, Tchmil, il s'est échappé à environ 50 km de Roubaix, Roubaix où d'ailleurs il réside. Un Moldave qui joue donc à domicile, derrière Duclos-Lassalle et Ballerini tentent vainement de suivre le rythme. Et toujours l'enfer du Nord, sous la pluie désormais, dans la boue, c'est là que Duclos perd la course. Crevaison, 2 minutes de perdu, il ne peut plus désormais rattraper Tchmil. Tchmil qui force encore l'allure et qui prend des raccourcis. Tchmil qui fait le trou sur son plus dangereux adversaire, le Belge Johan Museeuw, victime lui aussi d'une crevaison et qui n'arrive pas à décrocher de ses cale-pieds.
La voie est libre pour Tchmil. Duclos a perdu mais s'est battu comme un champion. Victoire donc à Roubaix sous la pluie d'un coureur qui a su souffrir plus que les autres. Moi, je fais tout pour tenir les distances et le chef n'est pas revenu. Tchmil était le plus fort. Aujourd'hui, des pavés, il en a bouffé. Si vous aimez le foot, vous avez sans doute regardé France 2 juste avant ce journal et vous avez apprécié la qualité des deux équipes qui s'opposaient. La Zambie et le Nigeria, c'est le favori qui a gagné, le Nigeria. Le Nigeria soudé qui fait bloc avant d'affronter une équipe de Zambie décimée il y a un an, aujourd'hui en finale. La Zambie qui justement ouvre la marque dès la 3e minute, tête d'Elia Litana, c'est le Zambien le plus grand, 1m89, il a bien fait de monter. Mais 2 minutes plus tard seulement, le Nigeria qui répond, double tête, la deuxième est d'Emmanuel Amunike, un partout en 5 minutes de jeu, ça commence bien sous le regard de Monsieur Pelé. Deuxième mi-temps et le Nigeria qui joue sur sa force, ça paye. Le deuxième but signé encore d'Emmanuel Amunike, la décision semble faite. La Zambie veut encore y croire, l'action est limpide, le but presque tout fait, mais non, le gardien renvoie. Deuxième chance pour la Zambie, tir superbe, mais qui échoue sur le poteau. Tout comme le poteau qui renvoie cette action du Nigeria. Bilan équilibré donc, mais 2-1 en fin de compte pour le Nigeria. En fin de compte aussi, c'est le football africain qui sort vainqueur. Messieurs, si vous êtes marié, père d'un enfant, cadre dynamique dans une entreprise dynamique, et si vous vous laissez aller parfois à des jeux de séduction avec d'autres femmes que la vôtre, allez voir le dernier film de Christopher Frank, Elle n'oublie jamais, c'est son titre. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans le rôle de Thierry Lhermitte, et glacé par sa mésaventure, vous rentrerez sans aucun doute très sagement chez vous tous les soirs. Avant d'écouter notre invitée, l'épouse de Julien, Thierry Lhermitte, dans le film, Marouchka Detmers. Bonsoir Anne. Bonsoir. Bonsoir Marouchka. Regardons 2 extraits. Premier extrait. Ah oui, c'est quoi ton truc? Je sais pas. Les yeux. Vous dites tout ça, c'est nul. Pourquoi? Parce que tu demandes à n'importe quel mec ce qu'il préfère chez une nana, il dit les yeux. C'est nul, il y en a marre. Ah bon. C'est quoi, toi, ce que tu préfères chez un mec? Les couilles. Tu tiens les couilles d'un mec, tu as tout entier dans ta main. Tu peux le faire jouer ou tu peux lui faire tellement mal qu'il appelle sa maman comme un bébé. Arrête. Si je veux. Voilà, c'était Julien et Angela, la maîtresse Nadia Fares en ville. Regardons maintenant Julien et Anne, l'épouse. Ce parfume chez Guerlain, ton avocat? Ah oui, c'est rien, c'est un gosse. Un gosse? Oui, il avait plein d'échantillons, il en a cassé un, c'est tout. D'où il sortait ce gosse? C'est le fils d'une cliente. Arrête. Oh, allez, donne-moi ça, c'est une infection. Voilà, Marouchka Detmers, on a vu tout au long de ce journal que vous avez regardé avec nous la violence des armes ou la violence des mots. Et là, dans ce film grave, on voit la violence des sentiments. Oui, oui, oui. C'est en fait une histoire... c'est un film policier, c'est un polar très très noir, avec une intrigue très très forte, au service de 3 personnages, vous l'avez très bien expliqué un peu tout à l'heure. Le personnage central qui est joué par Thierry Lhermitte va à la suite d'un faux pas conjugal qui a l'air après tout assez anodin, va se voir entraîné dans un enfer psychologique. Il est paralysé devant sa femme Anne, que je joue moi, et coincé avec cette fille de l'autre côté. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que bien sûr c'est une histoire. Parce qu'il y a un vrai suspense, un peu Hitchcockien d'ailleurs, comme les aimait Christopher Frank, aujourd'hui décédé. Oui, puis il y a des scènes entre les personnages qui sont, moi je trouve, formidablement bien écrites, parce que l'atmosphère de Christopher était une atmosphère
où il décrivait toujours avec beaucoup de dérision, mais beaucoup de bienveillance, les rapports entre les hommes et les femmes. Et les dialogues sont pleins de sous-entendus, pleins de non-dits, pleins de tensions souterraines. Alors vous avez dit il y a quelques instants, il commet un faux pas. Oui. Parce qu'il va tromper sa femme, ou il va croire la tromper. Enfin, on ne va pas raconter tout le film. Oui. Donc au début de ce film, le regard sur l'homme est assez sévère. C'est un homme qui se laisse aller à des facilités. Et puis peu après, ça évolue et le regard devient très sévère, en fait, sur les deux femmes. L'une est intraitable. C'est-à-dire, c'est en fait les deux femmes qui ont le regard sévère sur cet homme. Oui, mais on a aussi un regard sévère sur les deux femmes. L'une est intraitable, c'est vous, c'est l'épouse, et l'autre est tout simplement... Merci, intraitable. C'est-à-dire non, fidèle. c'est un personnage qui est tout dans la retenue, qui souffre terriblement, qui voit son mari petit à petit, chaque jour, devenir plus étranger à elle. Et il va lui raconter des histoires, des mensonges qui vont lui faire croire que soit il est devenu fou, ou soit c'est un abruti total. Oui, mais son amour que vous avez finalement pour votre mari va un petit peu vous aveugler. Vous ne voyez pas aussi certaines choses parce qu'il est pris dans un piège infernal. Mais il ne me raconte pas la vérité. Parce que les hommes mentent parfois. Ben, en tout cas dans le je film. pense que oui. Oui. Dans le film. Quant à l'autre, elle est tout simplement diabolique. Elle est machiavélique, oui. Comment passer, Marouchka Detmers, vous qui êtes si retenue, si discrète dans ce monde du showbiz ou du cinéma, comment passer du diable au corps au diable à l'âme? Bah écoutez, ça se fait tout naturellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai maintenant... J'étais très contente d'aborder, enfin que Christopher me demande de jouer ce rôle-là, parce que quand on a 20 ans, les personnages qu'on vous propose sont souvent des personnages... moi, je les appelle les exotiques. Ce sont des véhicules de tout genre de choses enviables, comme la jeunesse, l'impétuosité. Et des objets de séduction. J'ai Voilà. l'impression, justement, c'est un peu... Et malheureusement, on s'en approche pas énormément. Les rôles intéressants viennent après 30 ans. C'est ça, c'était le sens de ma question. Il y a comme une évolution dans votre carrière. Vous posez aujourd'hui, en quelque sorte. Et vos rôles sont pleins de maturité. Voilà, je me sens en phase. Je repense à un film dans lequel vous avez joué, un film important, Le Brasier. Oui. Vous vous souvenez de ce film? Oui, oui. Quel regard portez-vous sur l'actualité qu'on vient de voir défiler? Sur cette violence? Bah, tout à l'heure, j'étais derrière, j'entendais tout ce qui s'est passé ces dernières heures et j'étais complètement bouleversée. J'ai l'impression que le monde est en folie. C'est la folie. Merci. Ça fait très peur. Merci Marouchka Detmers d'être venue dans ce journal présenter votre film Elle n'oublie jamais de Christopher Frank. Vous avez dit folie, eh bien je vous rappelle les deux informations de la soirée. À Kigali, au Rwanda, des combats à l'arme lourde se déroulent actuellement dans la capitale du Rwanda, près de la ville. Mais la plupart des Français, 525 ce soir, ont quitté le pays. La plupart des ressortissants étrangers vont également quitter le pays dans les heures qui viennent. En revanche, en Bosnie orientale, la situation se dégrade encore davantage. Des avions de l'OTAN sont intervenus ce soir. Ils ont pilonné des positions serbes autour de Goražde. Goražde est une enclave musulmane de Bosnie orientale que les forces serbes ont envahi cet après-midi malgré les avertissements répétés de l'ONU et de l'OTAN. Goražde avait été déclarée zone de sécurité par l'ONU, mais manifestement les forces serbes n'ont tenu aucun compte des avertissements lancés par la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle l'OTAN est intervenue à la demande de l'ONU et évidemment avec l'accord des grandes puissances, par exemple de la France, qui l'a dit cet après-midi par la voix d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Isabelle Stès, dans le dernier journal, aux alentours de minuit 50, vous donnera bien sûr les dernières informations et vous présentera les premiers reportages de nos envoyés spéciaux, aussi bien en Bosnie qu'en Afrique. Dans quelques instants, Nathalie Rouet vous parlera du temps. Toujours mauvais, il y a peut-être une petite amélioration dans les jours qui viennent. C'est relatif par rapport et c'est dérisoire par rapport à la nouvelle que je viens de vous annoncer. Demain 13h, Daniel Bilalian. Demain 20h, Bruno Mazur. Bonne soirée sur France 2. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.